Lola Alvarez Bravo est une pionnière, une photographe, une portraitiste, une pédagogue, une galeriste, une cinéaste, mais surtout et avant tout, une femme libre. Toute sa vie, elle a repoussé les frontières qu'on lui imposait, celles de son genre, celles de la société patriarcale, mais aussi celles de l'art lui-même. Derrière son objectif, elle est parvenue à transformer les réalités sociales de son pays en images poétiques et engagées. Elle a documenté les bouleversements du Mexique post-révolutionnaire tout en explorant sans relâche une esthétique singulière entre surréalisme et modernité. Mais Lola n'est pas seulement une artiste de l'ombre, elle est aussi une passeuse d'idées, de culture et de liberté qui a ouvert la voie à toute une génération de femmes photographes. Dans cet épisode, je t'emmène donc sur les traces d'une femme qui fait de la photographie un outil d'émancipation et de poésie. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir le destin de Lola Alvarez Bravo, première grande photographe mexicaine. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. Avant Lola Alvarez Bravo, il y avait Dolores Martinez. On sait peu de choses sur elle, mais assez pour esquisser les contours de sa jeunesse et comprendre les choix qui l'ont menée vers son avenir. Née le 3 avril 1903 à Lagos de Moreno, dans la province mexicaine de Jalisco, Dolores est la fille de Sara de Enda et de Gonzalo Martinez, marchand d'art et de meubles. Ses parents se séparent très tôt et la petite Dolores, que l'on surnomme déjà Lola, est élevée par son père. Mais ce dernier meurt brutalement d'une crise cardiaque alors qu'il voyage en train aux côtés de sa fille. Lola n'a que 13 ans. Orpheline de père, abandonnée par sa mère, elle est envoyée chez son oncle et sa tante. Sa tante prend en main son éducation, une éducation extrêmement rigide et traditionnelle, destinée à faire de Lola une future épouse irréprochable et une ménagère exemplaire. On l'envoie donc en internat religieux. Une vie corsetée qui éveille chez elle une irrépressible envie de rébellion. Depuis l'enfance, j'ai eu l'idée que je voulais faire quelque chose que tout le monde ne faisait pas. Ce que j'ai le plus détesté dans ma vie, c'est que l'on m'ordonne et qu'on limite ma liberté. J'avais un étrange besoin de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi. Je voulais être quelqu'un, c'était une rébellion intérieure. En 1922, Lola a 19 ans. Elle intègre l'école nationale préparatoire et y fait 2 rencontres qui marqueront son destin. La première, c'est Frida Kahlo. Les 2 jeunes femmes deviennent très proches, une amitié intense qui durera toute leur vie. La seconde, c'est Manuel Alvarez Bravo. En réalité, ils se connaissaient déjà car ils étaient amis d'enfance, mais c'est dans cette école que leur lien se resserre, se transforme et bascule rapidement vers la romance. L'amour entre Lola et Manuel s'officialise en 1925 par leur mariage. Lola adopte le nom de son mari, Dolores Martinez disparaît. Elle devient Lola Alvarez Bravo.
Une nouvelle vie commence. Elle a rempli les attentes de sa tante, être une épouse respectable. Sa famille n'attend plus rien d'elle. Désormais, c'est à elle de tracer son propre chemin. Et ce chemin l'amène à Oaxaca, où le couple s'installe. Manuel, sensible aux arts, s'intéresse à la photographie depuis l'adolescence. Mais à Oaxaca, il décide de la pratiquer sérieusement. Son métier de comptable ne l'ennuie pas, mais il rêve de devenir artiste. Alors il met toutes les chances de son côté, rencontrer des peintres, côtoyer les artistes mexicains les plus en vue de son époque et surtout montrer ses images, les exposer. Lola, elle, soutient pleinement son ambition. Mieux encore, elle l'accompagne. Elle ne connaît rien à la photographie ? Qu'importe, elle apprend. À ses côtés, comme une stagiaire, elle s'initie aux appareils, à la technique et à la chimie. En chambre noire, Manuel lui montre comment développer les films, réaliser les tirages. Ensemble, ils arpentent les rues, appareil en main. Ils photographient, puis rentrent aussitôt au laboratoire pour développer et tirer leurs images. C'est à ce moment-là que l'esthétique de Lola commence à se révéler, et forcément, elle est marquée par l'influence de Manuel. Son style poétique et symbolique, nourri de surréalisme, façonné par les jeux d'ombre et de lumière, imprégné du Mexique post-révolutionnaire, imprègne les premières images de Lola. Ces photographies s'inscrivent dans le prolongement du travail de son mari. En 1927, le couple déménage à Mexico, car Lola est enceinte. Là-bas, elle donne naissance à Manuelito. Cet événement bouleverse leur vie et pousse Manuel à franchir un cap. Il se lance définitivement dans une carrière de photographe professionnel, acceptant des commandes institutionnelles. Lola, elle, assume son rôle de mère, tout en gravissant les échelons. D'épouse stagiaire, elle devient épouse assistante. Elle accompagne Manuel dans ses prises de vue, dans le développement, dans le tirage. Et très vite, Manuel se fait un nom, d'abord dans le cercle d'artistes mexicains que le couple fréquente. Parmi eux, les peintres Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo. Et puis les écrivains comme Carlos Pellicer et Xavier Villarrutia. Mais aussi et surtout des photographes tels que Tina Modotti, Paul Strand et Henri Cartier-Bresson. 3 figures qui inspirent profondément le couple dans leur quête artistique. Tina Modotti, d'abord. Pour elle, la photographie est le moyen le plus direct et le plus efficace de dire la vérité. À une époque où beaucoup doutent encore que ce médium puisse être considéré comme un art, elle va plus loin. Elle affirme que la meilleure photographie ne doit pas seulement refléter l'opinion publique, mais participer à sa construction. Une image qui ne se contente pas de représenter, mais qui agit, qui prend part aux bouleversements sociaux, économiques et politiques. Puis vient Paul Strand, le photographe américain et le pionnier de la straight photography. Ces images tirent leur force des lignes, des formes et des sujets, mais ce qui l'anime avant tout, c'est l'engagement social et politique. Dans les années 1930, il voyage au Mexique. Il y photographie les paysans, les ouvriers, les visages marqués d'un pays qui vit encore à l'heure de la Révolution. Mais une dignité brute, une force universelle, presque intemporelle. Et pour Manuel et Lola, cette approche est une révélation. Oui, on peut faire une photographie esthétique et ancrée dans le réel. Une photographie qui élève le quotidien, qui rend poétique ce qui paraît banal. Enfin, Henri Cartier-Bresson. Lui leur apprend à chercher l'instant décisif. Ce moment fugace où tous les gestes d'une scène, toutes les lignes d'une image s'ordonnent pour créer une évidence. Sa liberté de mouvement, son sens aigu de la composition ouvre une perspective nouvelle. La photographie peut être à la fois document et poésie.
Beaucoup d'historiens soulignent qu'à mesure que la réputation de Manuel grandissait, il ne parvenait plus à honorer toutes ses commandes, tant elles étaient nombreuses. Alors, c'est Lola qui prenait le relais. Elle assurait les prises de vue, développait les images et remettait les tirages directement aux clients. Une expérience précieuse qui très tôt lui permet d'apprendre à travailler dans un véritable contexte professionnel. Parmi ses commandes, l'une d'elles, datée du début des années 1930, marque profondément Lola. Il s'agit de documenter, pour le compte de son mari, le travail des muralistes mexicains. Cette tâche est décisive, car c'est en photographiant les œuvres d'autres artistes qu'elle comprend qu'elle peut apprendre à analyser et à intégrer les notions de cadrage, de composition, de construction, d'image. En photographiant les fresques monumentales, Lola découvre un processus qui va nourrir toute sa pratique, traduire un art en un autre art. C'est là qu'elle commence à jouer avec l'espace, à expérimenter différentes lumières, à tenter des cadrages novateurs. Des peintures mexicaines, elle retient l'équilibre subtil entre la figuration et l'abstraction, un mélange qu'elle adopte à plusieurs reprises dans ses photographies. Supprimer la ligne d'horizon, cadrer en plongée ou en contre-plongée. Ces choix, loin d'être de simples expérimentations, a un effet puissant sur le spectateur. Il crée une sensation de malaise, brouille les repères, force à regarder autrement. L'image devient plus introspective, symbolique et énigmatique, car elle prive de ses points d'ancrage habituels, forçant l'œil à vaciller et avec lui, l'esprit. C'est de cette recherche que naît une photographie intitulée Vertige. L'image montre la façade d'un bâtiment traversé au centre par une obélisque. Tout en haut, un enfant bondit dans le vide. Son corps, placé en diagonale, rompt avec les lignes droites et perpendiculaires de l'architecture environnante. Mais de quel vertige parle-t-on ? Celui de l'enfant, suspendu dans son seau, ou le nôtre, face à ce déséquilibre qui nous prive de repères ? Ou encore, un vertige plus symbolique, celui d'un enfant, métaphore d'un Mexique en quête d'identité, cherchant à se projeter dans l'avenir sans tomber. Dans cette image, Lola convoque à la fois la métaphore et l'ironie, construisant une représentation presque allégorique. Son goût pour les diagonales et les obliques rappelle aussi les recherches d'autres artistes de son temps, le cinéaste Sergei Eisenstein, maître du montage et de l'attention visuelle, ou encore l'avant-gardiste Alexandre Rodchenko, dont les cadrages audacieux bouleversaient la perception des formes. Ces influences venues d'Europe de l'Est traversent l'esprit de Lola et nourrissent sa quête artistique. Cette autonomie croissante de Lola s'inscrit dans une période charnière pour les femmes. Dès 1921, José Vasconcelos, ministre de l'Éducation au Mexique, lance un vaste programme éducatif et artistique. L'ambition est claire: développer un nationalisme culturel capable d'unifier le Mexique à travers sa diversité et ses traditions. De ce mouvement naît une avant-garde intellectuelle qui accompagne la transformation politique et culturelle de tout le pays. Et dans ce contexte, de nombreuses femmes émergent. Les peintres Nagui Olin et Maria Izquierdo, la mannequin Lupe Marín ou encore l'artiste pluridisciplinaire Anita Brenner. Toutes, chacune à leur manière, s'émancipent des conventions rigides des années 20. Elles incarnent une révolution silencieuse, mais pas moins radicale. Une rébellion contre la société qui les avait cantonnées à des rôles traditionnels. Lola Alvarez Bravo trouve dans ce courant une résonance intime. La photographie devient le moyen de rejoindre les rangs de ces femmes modernes et inspirantes. Mais c'est aussi dans ce contexte de rêve et de réflexion que Lola prend conscience de la dégradation de son mariage. De l'extérieur, tout semble harmonieux.
Aux côtés de Manuel, elle apparaît heureuse. Elle l'assiste dans ses projets, suit ses directives, travaille au laboratoire, élève leur enfant avec affection. Mais à l'intérieur, Lola ne se reconnaît plus. À force de vivre dans l'ombre de Manuel, elle commence à se percevoir comme un simple appendice, un prolongement de son mari, comme si elle n'est plus une personne entière, mais seulement une partie de lui. Plus tard, elle confiera à Olivier de Broise: Je me considérais comme faisant partie intégrante de sa vie, de sa main, de son doigt, de son ongle. Je ne savais pas que je pouvais bouger ce doigt moi-même. En 1934, le couple finit par se séparer. Lola sait qu'elle quitte une relation de dépendance, une dépendance où son rôle s'était résumé à soutenir et encourager la carrière de son époux, tout en assumant les devoirs traditionnels d'une mère. Mais cette rupture représente un saut dans le vide. Elle décrira cette épreuve en ces termes. Lorsque je me suis séparée de Manuel pour la première fois, j'avais l'impression d'être dans un trou à l'intérieur de moi-même, dans une grotte. Tout s'était effondré autour de moi. C'était l'effondrement de toutes les choses établies. Je me suis dit, tout ce qu'on m'a enseigné et tout ce qu'on m'a dit à présent n'est qu'un mensonge. Rien de tout cela n'existe. Je dois commencer à vivre, à découvrir quelle est ma vérité, à quoi ressemblera ma vie, comment je mangerai, comment je penserai et comment je marcherai. Après cette séparation, Lola loue une chambre dans le grand appartement de son amie, la peintre Maria Izquierdo. Les deux femmes y vivent une existence active et indépendante, portée par une effervescence artistique stimulante. Les rumeurs ne tardent pas à circuler. Deux femmes, célibataires, partageant le même logement et le même mode de vie, sans lien de parenté, cela suffit à nourrir les soupçons. Certaines insinuations les décrivent comme un couple lesbien, des ragots peu flatteurs dans le Mexique conservateur des années 30. Mais Lola et Maria s'en moquent. Elles mènent une vie trépidante où la liberté rêvée se traduit enfin dans un élan créatif tangible. Elles s'entourent d'amis peintres et poètes en grande partie issus de cercles homosexuels. Un détail loin d'être anodin. Toutes deux sortent d'un système patriarcal qui les a profondément marquées. Elles ont besoin d'échapper à cet ordre oppressif et de s'épanouir dans un univers où la liberté sexuelle et artistique représente une véritable rupture. Leur mode de vie bohème devient alors une incarnation de modernité. Et cette modernité transparaît dans leurs œuvres. Maria Izquierdo peint un portrait de Lola sortant de la douche, un parapluie à la main. De son côté, Lola photographie Maria avec un regard mêlant formalisme et féminité moderne. Son amie y apparaît maquillée à l'occidental, vêtue d'un pull noir qui souligne sa poitrine, d'une jupe moulante qui marque sa silhouette, le tout rehaussé d'un béret incliné. Une allure résolument éloignée des tenues traditionnelles, mais fièrement assumée, à l'instar de Frida Kahlo. Et en 1935, Lola participe à sa première exposition collective au sein de la section des femmes artistes de la Ligue des écrivains et artistes révolutionnaires, organisée par Maria Izquierdo elle-même. Quelques années plus tard, en 1944, elle bénéficie de sa première exposition individuelle au Palacio de Bellas Artes. Pour gagner sa vie, Lola accepte un poste de professeur de dessin à temps partiel dans les écoles primaires sous l'égide du nouveau ministère de l'Éducation publique. Mais ce travail ne lui assure qu'un maigre salaire. Pour compenser ce manque, elle répond à des commandes gouvernementales ou à des missions destinées à la publication. Ses travaux épars lui permettent de prendre confiance en elle, de croire en ses compétences
et en son potentiel de photographe indépendante. C'est à cette période qu'elle prend pleinement conscience de sa liberté corporelle, intellectuelle et de son lien singulier avec l'appareil photo. Car très vite, Lola cesse de voir l'appareil comme un objet extérieur à elle. Elle le perçoit comme un prolongement de son propre corps, qui amplifie sa perception du monde. Je recherche l'essence des êtres et des choses, leur réalité, l'intérêt, l'expérience, l'engagement moral et esthétique du point de vue du photographe. Autrement dit, l'appareil photo devient pour Lola l'outil de prédilection pour approcher l'essence profonde des choses. Avec cette nouvelle confiance et cette relation intime à son boîtier, Lola Alvarez Bravo s'impose comme l'une des premières femmes photojournalistes du Mexique. Un fait rarissime pour l'époque. Elle répond aux commandes du prestigieux magazine Mexican Folkway et devient, dès 1935, la photographe attitrée du tout nouveau magazine éducatif El Maestro Rural. Sur le terrain, elle est presque toujours la seule femme à courir après l'instant décisif qui fera la une des journaux. J'étais la seule femme à s'amuser avec un appareil photo dans les rues. Tous les journalistes se moquaient de moi. Alors je suis devenue une combattante. Lola raconte souvent les obstacles qu'elle rencontre. Porter son propre matériel, escalader des structures pour obtenir un meilleur point de vue et supporter les regards intrusifs des ouvriers sous sa jupe. J'avais constamment des problèmes, malheureusement parce que j'étais une femme, ce qui me rendait encore plus furieuse. J'ai dû apprendre à m'abstraire de tout ce qui m'entourait, sauf de ce que je photographiais. J'ai appris à devenir agressive et à trouver les mots pour me défendre. Une fois, alors que j'étais perchée sur l'une de ces tours utilisées pour extraire le pétrole, des ouvriers sont venus et se sont mis à m'observer joyeusement. Dès que je suis descendue, je me suis dirigée vers eux, l'air de prendre des photos avec mon appareil. Je leur ai demandé soudain « Hé, vous travaillez ici? Alors pourquoi ne respectez-vous pas une femme qui travaille aussi ?» Ils ont rougi et se sont excusés. Ces sujets se concentrent sur l'art, l'architecture et la culture, loin des thèmes plus sensationnalistes de ses confrères masculins. Une orientation qui contribue à forger son image de femme moderne, prête à explorer tout un pays et à montrer la richesse au monde. Plus ces expéditions se multiplient, plus ces images circulent, et bientôt elles deviennent parmi les plus réclamées et publiées de son temps. La presse reconnaît dans ses reportages une représentation fidèle d'un Mexique en pleine mutation, riche de sa diversité. Mais l'image qui change à jamais sa notoriété reste entièrement à Yalalag, prise en 1947. Cette année-là, Lola est envoyée par l'Institut national des beaux-arts dans un village reculé d'Oaxaca pour documenter les danses traditionnelles locales. En arrivant, elle entend une musique funèbre et intriguée, elle s'approche et devient témoin d'une procession zapotèque, un cortège drapé de voiles blancs et de chapeaux éclatants sous le soleil, mené par un orchestre qui accompagne un cercueil richement décoré. Placée en hauteur, Lola capture la scène, mais contrairement à la rigueur documentaire qui domine alors, elle recadre l'image au développement. Elle rogne le paysage pour ne garder que l'essentiel, le cortège et son mouvement, comme suspendu entre le départ et la fin de la cérémonie. Le cadrage accentue l'effet de la plongée, renforçant l'impression que le spectateur domine la scène et partage la position de la photographe, juchée peut-être sur un talus ou un muret. Cette image, qui figure ensuite dans la célèbre exposition The Family of Men au Museum of Modern Art de New York, devient l'un de ses clichés les plus connus. Pourtant, Lola ne la considère pas comme une commande journalistique. Pour elle, c'est une image personnelle, viscérale. Ce sont des images qui m'ont profondément touchée comme de l'électricité et m'ont poussée à appuyer sur le déclencheur. Ces images les plus fortes naissent précisément de cette tension, éloignée de la neutralité documentaire, mais porteuse d'une vérité émotionnelle et symbolique.
En définitive, Lola Alvarez Bravo ne distingue jamais son travail professionnel de son travail personnel. Elle fait dialoguer les deux, constamment. Très vite, Lola s'essaie aussi au photomontage. Elle voit dans cette technique un outil narratif puissant, capable d'évoquer des réalités sociales et politiques, avec une force que la photographie seule n'autorise pas toujours. Dans ses collages surréalistes, elle assemble des fragments photographiques pour créer des récits à la fois dramatiques et fantastiques. L'une de ses premières œuvres s'intitule « Le rêve des pauvres » de 1935. On y voit un enfant en haillons, endormi dans la rue. Au-dessus de lui, d'énormes rouages métalliques crachent des pièces de monnaie aussi larges que la tête de l'enfant. La machine avance, implacable, prête à l'écraser. Le rêve des pauvres est l'une des premières œuvres exposées de Lola. Maria Izquierdo l'inclut dans son exposition de Guadalajara en mai 1935 au titre évocateur « Affiche révolutionnaire des peintres du secteur féminin de la section des arts visuels du département des beaux-arts ». Et forcément, le collage de Lola frappe les esprits par sa critique directe du capitalisme industriel, ses visuels empruntant au code des muralistes, mais aussi sa puissance dramatique. Frida Kahlo, elle-même, repère l'œuvre et s'en inspire pour sa toile « Ma robe suspendue ici ». Dans cette peinture, Frida colle sous sa robe des photographies de fils de travailleurs, comme un écho direct au procédé de Lola. Après le rêve des pauvres, Lola poursuit le collage. Dans les années 40 et 50, alors que le Mexique bascule du socialisme vers le capitalisme, ses œuvres monumentales, de véritables fresques visuelles murales, glorifient désormais l'industrie, l'urbanisme, l'éducation, notamment celle des femmes, et la culture mexicaine. Mais tous ces collages ne sont pas engagés politiquement. Certains adoptent un ton plus poétique. En 1942, par exemple, elle compose Le rêve d'un noyé, le portrait du peintre Juan Soriano, flottant dans une rivière, tandis que sur les rives, rochers et dossiers administratifs servent de socle à des danseuses de ballet. L'image, étrange et onirique, révèle la part toujours plus surréaliste de son langage visuel. Et dans la photographie pure, Lola Alvarez Bravo réussit la même alchimie, marier l'esthétique surréaliste à la dimension sociale. C'est le cas en 1948 avec Sexe végétal, une photographie d'Agave. L'image, allégorie du sexe masculin, rappelle les clichés de plantes réalisés une décennie plus tôt par Tina Modotti ou Edward Weston. Mais là où Weston donnait aux légumes et coquillages des formes humaines, Lola relie directement la plante à l'histoire du peuple mexicain. Car l'agave n'est pas qu'une métaphore sexuelle, c'est une plante nourricière dont les classes ouvrières tiraient le nectar, réclamé jusque sur le marché européen. L'image devient double, désir et mémoire sociale. C'est cette tension entre tradition et modernité que Lola observe partout. Entre 1900 et 1960, la population de Mexico explose de plus de 700%. Les disparités économiques s'aggravent tandis que la capitale accueille des ruraux, des élites culturelles et des expatriés. L'urgence de la modernisation, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'urbanisation, d'industrialisation, menace les pratiques ancestrales. Lola traduit cette ambivalence dans Les Lavandières en 1940. Une vue plongeante sur des femmes lavant leur linge de dos. Pas d'horizon, pas de décor, si ce n'est une ombre angulaire, indice d'une construction métallique voisine. Entre tradition et modernité, la photo respire le symbole. Au fil de sa carrière, nombreux sont ceux qui voient en Lola Alvarez Bravo la figure d'une femme moderne, d'une artiste moderne et d'une photographe moderne. Une figure autant symbole qui repousse sans cesse les limites du médium, combinant la documentation des politiques sociales post-révolutionnaires et la création de nouvelles propositions esthétiques, sans jamais trahir sa vision surréaliste.
Elle prouve aux Mexicaines que la photographie peut être une ambition professionnelle viable, un chemin concret vers l'indépendance. Grâce à l'ensemble de ces qualités, il est presque naturel que Lola Alvarez Bravo entre dans l'histoire comme la première femme photographe mexicaine à avoir une exposition individuelle au Palacio de Bellas Artes à Mexico. Nous sommes en 1944 et cet événement consacre son rôle de photographe de premier plan dans le paysage artistique mexicain. Mais Lola ne se contente pas d'être une artiste exposée, elle s'impose aussi comme une véritable agence culturelle, une actrice incontournable de la scène artistique mexicaine. Sa vision de la culture est large, généreuse, et elle sait combien celle-ci peut être vectrice de transformation. En tant que femme, seule et indépendante, elle doit être audacieuse et entreprenante pour multiplier les sources de revenus. Car il faut le rappeler, derrière l'image de la femme moderne se cache aussi une inquiétude constante. Malgré leur audace, ces femmes d'une nouvelle ère doivent avant tout être débrouillardes, prouver sans cesse leur valeur dans un milieu d'hommes et trouver le moyen de subvenir seules à leurs besoins. Dans cette volonté de diversifier ses activités, Lola Alvarez Bravo se tourne vers une autre passion, le cinéma. Depuis longtemps, elle est connue pour être une grande cinéphile, à tel point qu'en 1931, alors qu'elle est encore l'épouse de Manuel, elle fonde la toute première société cinématographique du Mexique. C'est donc tout naturellement que dans les années 40, elle achète sa propre caméra et se forme seule à l'art du film. Elle apprend le montage, expérimente la construction narrative et découvre combien une histoire bien menée peut orienter, voire même manipuler, le regard du spectateur. De cette pratique émergent des reportages documentaires, mais aussi des projets plus poétiques, notamment consacrés à des artistes. Elle filme le peintre Rufino Tamayo, puis Diego Rivera, le muraliste. Enfin, elle entreprend un film sur Frida Kahlo, mais ce dernier projet, malheureusement, ne sera jamais achevé. À la photographie et au cinéma, Lola ajoute une autre corde à son arc, l'enseignement. Bien que son nom soit désormais largement reconnu, elle n'abandonne jamais sa vocation pédagogique. En 1945, elle franchit une nouvelle étape et accepte de devenir professeure à l'atelier de photographie de l'École nationale des beaux-arts de Mexico. Dans cet espace, elle développe un environnement idéal pour l'exploration photographique d'une nouvelle génération d'artistes. Ses étudiants apprécient particulièrement la liberté qu'elle instaure, ainsi que la relation horizontale qu'elle entretient avec eux. Lola se place d'égal à égal, ouvrant la voie à une pédagogie plus humaine et inspirante. D'ailleurs, elle garde le contact avec de nombreuses étudiantes et collabore avec certaines d'entre elles. La plus célèbre reste sans doute Mariana Yampolsky. Cette dernière n'a cessé de témoigner de ce que représentait Lola pour elle. Lola était vive comme l'éclair. Même s'il y avait beaucoup de femmes dans le monde de l'art, je me souviens d'elle comme de la seule femme photographe. Pour moi, c'était une femme vraiment libérée. À la fin du cours, elle m'a invitée à partager sa chambre noire. Elle m'a toujours traitée comme son égale. Et je lui en serai toujours reconnaissante d'avoir trouvé le temps de commenter mes photographies, mais sans interférer avec mon travail, ce que j'ai énormément apprécié. Le fait d'enseigner montre bien que Lola Alvarez Bravo a eu une conscience aiguë de l'avenir de la photographie mexicaine et, plus largement, de l'importance des futures générations d'artistes, toutes disciplines confondues, dans le paysage culturel du pays. C'est pourquoi elle s'emploie à œuvrer pour la création d'espaces d'exposition publique, encore bien trop rares au Mexique à cette époque. Elle commence par soutenir activement ses collègues, en les aidant à promouvoir leurs pratiques et en accompagnant artistes et historiens dans la rédaction de textes critiques sur l'art moderne mexicain. Son objectif est limpide, rendre plus visible l'art de son pays, valoriser une culture mexicaine en pleine mutation.
En 1944, elle participe pour la première fois à l'organisation d'une exposition consacrée au peintre de Jalisco, sa province natale. L'exposition se tient au Palais des Beaux-Arts. C'est un premier pas décisif qui lui donne le goût de la scénographie et du commissariat d'exposition. Forte de cette expérience, Lola décide d'ouvrir sa propre galerie, installée dans ce qui fut autrefois son studio photo à Mexico. Elle lui donne un nom simple, la Galerie d'art contemporain. Beaucoup s'en souviennent comme d'un lieu singulier. L'un des visiteurs résumera l'esprit de l'endroit ainsi. L'objectif était de fusionner un salon bourgeois avec un espace d'exposition afin de créer un espace calme et agréable où l'acheteur potentiel identifierait le confort moderne comme un modèle de classe souhaitable et imaginerait ses peintures décorant les pièces aérées de sa maison. Sous sa direction, la galerie accueille des expositions d'artistes majeurs liées à la peinture post-révolutionnaire. Mais Lola ose aussi bousculer les hiérarchies en mêlant beaux-arts et art populaire, encore largement dissociés dans les années 50. À cela s'ajoute une autre caractéristique qui distingue sa galerie, le nombre inhabituel d'expositions consacrées à des femmes artistes. Elle y met notamment en lumière Isabelle Villaseñor, puis Frida Kahlo. L'exposition de Kahlo en 1953 reste gravée dans les mémoires. C'est la première exposition individuelle de l'artiste à Mexico. Le vernissage est marqué par une scène inoubliable. Frida, affaiblie, arrive en civière et prend place dans son propre lit, installé au cœur de l'espace d'exposition. De là, elle accueille les visiteurs, discute avec eux et transforme l'événement en une véritable performance. En 1958, Lola est contrainte de fermer sa galerie pour des raisons avant tout financières. Mais elle ne manque pas de nouvelles idées. Ses ambitions désormais est de décentraliser l'art mexicain trop concentré dans la capitale, en organisant des expositions itinérantes dans des villes provinciales plus reculées. À 55 ans, elle ne perd rien de son dynamisme. Mais en 1961, un coup dur survient. Lola est victime d'une crise cardiaque. Son corps en ressort affaibli, sa santé se fragilise et elle doit mettre ses projets entre parenthèses. Il faut attendre 1965 pour que son travail connaisse un véritable renouveau. Cette année-là, elle vend 2500 de ses négatifs au gouvernement fédéral mexicain. Dans la foulée, une exposition est organisée au Palais des Beaux-Arts de Mexico et près de 100 portraits photographiques de Lola y sont présentés sous le titre « Galerie des Mexicains ». C'est sa toute première exposition individuelle. La suivante, en revanche, se fait attendre. Il faut patienter jusqu'au milieu des années 70 pour voir émerger un nouveau projet. Le ministère de l'Éducation la sollicite alors pour organiser ses archives. Lola retourne en chambre noire pour produire de nouveaux tirages, pensés pour la conservation et pour de futures expositions. Ce travail abouti, à la fin de la décennie, Lola se voit offrir une grande rétrospective consacrée à l'ensemble de son œuvre et présentée à l'Alliance française de Polanco à Mexico. Bien que Lola officialise sa retraite en 1971, elle continue de pratiquer la photographie pendant encore 15 ans, jusqu'à l'âge de 79 ans. En 1986, sa carrière s'interrompt définitivement, contrainte par une cécité visuelle totale. L'année précédente déjà, en 1985, son appartement, celui où elle vivait depuis 1939, est détruit par le terrible tremblement de terre de Mexico. Elle en sort vivante, mais doit évacuer de force, ne sauvant avec elle que très peu de biens. Sa vie personnelle s'effondre peu à peu, dans un contraste saisissant avec son œuvre qui connaît alors, au même moment, une redécouverte sans précédent, au Mexique, mais aussi à l'international. Ses photographies voyagent dans le monde entier, attirant l'attention et l'admiration de nouveaux publics.
Face à cet engouement, l'historien et critique d'art Olivier Debroise l'interviewe au Centre de documentation Arkeia du Musée universitaire d'art contemporain de l'Université nationale autonome de Mexico. Dans la foulée, une grande rétrospective de son travail est organisée en 1992 et 1993 au Centre culturel d'art contemporain de la capitale mexicaine. C'est la plus importante exposition jamais consacrée à Lola Álvarez Bravo de son vivant. Mais quelques mois seulement après cet hommage de grande envergure, Lola s'éteint. Elle décède le 31 juillet 1993 à l'âge de 90 ans. Ses archives sont alors léguées au Center for Creative Photography de l'Université d'Arizona à Tucson. Ce legs donne naissance à une exposition itinérante, accompagnée d'une publication intitulée Lola Álvarez Bravo in Her Own Light. En 1996, la collection est enrichie de 200 photographies supplémentaires. Mais ce qui marque véritablement son héritage, ce sont les images découvertes dans son ancien appartement, racheté par un ami après sa mort. Dans les pièces, il retrouve de nombreuses boîtes pleines de photographies inédites, des images signées Lola, mais aussi des clichés de son ex-mari, Manuel, et de plusieurs de ses étudiants. Ces trésors photographiques sont soigneusement classés, datés et nommés avant d'être intégrés aux archives du centre. Ils permettent, encore aujourd'hui, d'organiser de nouvelles expositions consacrées à Lola Álvarez Bravo, consolidant sa place parmi les grandes figures de la photographie mexicaine et internationale. Lola Álvarez Bravo n'a jamais cessé d'expérimenter, d'enseigner, de transmettre. Elle a donné à la photographie mexicaine une voix nouvelle qui est à la fois de l'intime mais aussi de l'universel. Toute sa vie, elle a cherché à concilier l'art et le réel, l'engagement social et cette liberté créative qui l'animait. Et même quand sa vue s'éteint, ces images, elles, continuent de nous faire voyager, de nous toucher, mais surtout de nous questionner. Aujourd'hui encore, ces photographies résonnent comme le témoignage d'un Mexique en transformation, mais aussi comme une leçon pour nous, d'oser faire de son regard une arme douce, mais non moins puissante. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore, et un merci tout particulier aux interprètes de cet épisode, à savoir Sabine, qui a prêté sa voix à Lola Álvarez Bravo, et Vanille, du podcast C'est Creepy, qui a prêté sa voix aux autres personnages. Si toi, chère auditrice, tu as aimé découvrir le parcours de Lola Álvarez Bravo, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les références citées dans cet épisode. Prends bien soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.